Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. On va parler de votre livre, mais aussi de l'Europe bousculée par les événements, par les bouleversements du monde. Que faire face à Trump, face au mollah iranien, face à Vladimir Poutine. Notre dernier invité ici était Raphaël Glucksmann. Il se sentait visiblement chez lui. Est-ce que vous vous sentez chez vous ? Alors, je ne me sens pas encore chez moi, mais de plus en plus, puisque indéniablement, grâce à la coalition des droites que nous arrivons à construire, nous obtenons des victoires, notamment sur l'immigration, sur le détricotage du Green Deal. Donc voilà, de mieux en mieux, on va dire. Là, historiquement, le Parlement européen, il bascule au centre droit ou au centre gauche. Jusqu'à présent, vous êtes quand même des marginaux sur la droite. Alors de fait non, puisque moi le groupe auquel j'appartiens, l'ECR, ne souffre pas du cordon sanitaire, donc nous sommes intégrés aux institutions et j'arrive personnellement avec mon groupe à faire voter des amendements et à obtenir des victoires très concrètes. Donc de quoi voilà, nous enthousiasmer pour la suite. On verra, on va entrer dans la discussion. Votre livre est d'abord évidemment la situation internationale avec ce qui se passe autour de l'Iran. Je vous en prie. Marion Maréchal, d'abord les événements en Iran. Les Occidentaux se divisent. Est-ce que c'est une nécessité, d'après vous, de frapper le régime, le nucléaire, les missiles, comme le veulent notamment les Israéliens, ou est-ce qu'il faut s'en tenir au droit international? On ne peut pas intervenir. En ce qui concerne ce dossier extrêmement complexe, il me semble qu'il faut allier deux choses. D'une part, l'espérance bien sûr de voir ce régime tyrannique tomber, qui massacre son peuple, qui opprime les femmes, qui est une sécurité d'ailleurs à la fois régionale et mondiale, et en particulier pour notre allié historique Israël. Mais également, à côté de cette espérance, de la prudence. De la prudence parce que les expériences passées, en Irak, en Afghanistan notamment, d'interventions extérieures, ont pu démontrer que parfois il ne sortait pas un mieux de ce type d'intervention militaire, avec, rappelons-le quand même, un pays qui est composé d'une myriade de communautés, il n'y a pas que les Persans, qui est dans un contexte géographique extrêmement inflammable, avec un certain nombre d'ailleurs de pays voisins comme l'Arabie Saoudite et d'autres qui s'inquiètent du fait que demain il y ait un régime qui puisse se maintenir coûte que coûte et qu'il puisse sortir le chaos finalement d'une intervention. Mais donc c'est vrai que ça veut dire en clair que vous êtes contre le changement de régime de l'extérieur par la force? Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'il serait de mauvais augure d'avoir une intervention militaire extérieure des États-Unis au sol avec l'espoir de faire tomber un régime sans avoir la certitude qu'il puisse derrière émerger une situation stable et une alternative stable. Maintenant, une fois que ceci a été dit, prudence ne veut pas dire inaction. Et moi, je crois beaucoup plus en matière diplomatique et internationale, au travail discret et en sous-main efficace qu'en grand show de communication. Et la France peut contribuer, évidemment, à affaiblir le régime, à mettre la pression, notamment en coopérant sur la question du narcotrafic, parce qu'on sait en particulier que les gardiens de la Révolution ont des intérêts financiers très importants dans le narcotrafic. Et de ce point de vue, la France a la possibilité, évidemment, de pouvoir contribuer à aider à son affaiblissement. Dans votre livre, vous signez des pages très engagées sur Israël. Vous êtes allé en Israël, notamment après le pogrom du 7 octobre. C'est lié aussi à vos convictions chrétiennes. Jérusalem, pour vous, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que la France serait davantage proche d'Israël ? Écoutez, la France a de fait une tradition d'alliance de longue durée avec Israël qui est bienvenue pour plein de raisons. Je pense que déjà il y a évidemment un attachement civilisationnel puisque Jérusalem est aussi le berceau de notre civilisation chrétienne. Il y a un attachement lié au fait qu'Israël est l'une des rares démocraties de la région et de ce fait évidemment c'est un interlocuteur légitime. C'est un pays qui est stable dans une région qui est quand même relativement inflammable. Et à ce titre, il y avait beaucoup la tradition contraire. C'est bien De Gaulle très critique sur Israël, en revanche, Chirac assez pro-arabe, Emmanuel Macron très critique sur parfois les politiques des gouvernements israéliens, mais néanmoins, vous le savez, notamment sur le dossier nucléaire, on sait que parfois il y a eu des mains tendues de la France qui étaient des mains très engagées et très engageantes. Emmanuel Macron qui a des relations exécrables avec Netanyahou. Il y a une tradition quand même on se dit on ne veut pas être aligné sur les Américains, pas aligné sur Israël. Est-ce que ça changerait si vous étiez... Ce qui est vrai, et j'allais y venir, c'est qu'à côté évidemment de cette alliance de fait qui existe malgré tout, notamment sur les questions militaires et autres, il y a à côté de cela un discours pro-palestinien et donc anti-israélien qui a toujours été très virulent jusque dans nos facs françaises. On en a eu la démonstration ces derniers temps. Et donc c'est vrai que moi je suis pour la perpétuation bien sûr de cette alliance. Maintenant, perpétuation d'une alliance ne veut pas dire alignement total. Et ce qui est vrai, c'est que les intérêts israéliens, pour des raisons géographiques, géopolitiques, ne sont pas toujours alignés avec les intérêts français. On l'a vu dans la gestion notamment du chaos syrien et les alliances parfois douteuses qu'ils ont pu avoir avec
avec certains groupuscules djihadistes qui eux-mêmes menaçaient la France. Maintenant, ceci étant dit, une fois de plus, nous sommes aujourd'hui face à un adversaire, voire même un ennemi existentiel commun, qui s'appelle les frères musulmans, puisque je rappelle que le Hamas palestinien est une des branches des frères musulmans dont nous connaissons aujourd'hui la dangerosité en France, et le fait que nous ayons un ennemi commun nous enjoint tout particulièrement à être à leur côté dans la lutte évidemment contre cet islamisme mondial. Quand Israël tue Haniyeh, l'homme du Hamas, jusqu'à Téhéran, quand Israël tue le Nasrallah, l'homme du Hezbollah, peut-être Khamenei, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Écoutez, moi je ne juge pas un pays qui, prend des initiatives pour sa défense existentielle. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'Israël est menacé sur le plan vital. Je veux dire, il est face à des ennemis, des organisations, des pays qui veulent sa destruction, qui ne reconnaissent pas sa légitimité en tant que nation, ce qui n'est évidemment pas mon cas, vous comprenez, très attaché à l'existence d'Israël. Et de ce point de vue-là, c'est un petit pays, sur le plan numérique et géographique, qu'il puisse avoir des initiatives militaires pour pouvoir affaiblir ses ennemis existentiels. En soi, ça me paraît pas totalement illégitime. Est-ce que vous seriez capable aussi d'être critique sur Israël? Israël qui occupe de façon illégale des colonies en Cisjordanie. Israël qui a dans son gouvernement des extrémistes racistes, disons les choses. Est-ce que la France peut parler fort aussi contre... Bien sûr, et je pense d'ailleurs que pour que cette relation reste amicale et durable, il faut pouvoir avoir un discours de vérité. Et une fois de plus, le peuple israélien, Israël n'est pas nécessairement le gouvernement israélien. Et moi d'ailleurs, je l'avais dit à l'époque, lorsqu'on était au plus haut de la crise et de la guerre à Gaza, je ne suis pas dans un soutien inconditionnel à la politique du gouvernement Netanyahou, quoi qu'il arrive. Non, bien sûr, je suis d'abord et avant tout une Française, donc je défends les intérêts français avant tout. Les bouleversements tout autour de nous, vous critiquez dans votre livre un certain réflexe anti-Trump primaire. Vous dites qu'il y a une sorte de facilité, c'est facile de taper sur Trump. Quand vous voyez ce qui se passe, contre Trump agissant contre Maduro, peut-être contre Cuba, peut-être contre les Mollahs, est-ce que au total, Trump pour vous est mieux, vaut mieux que ne l'étaient ses adversaires démocrates? J'essaye d'avoir une approche en effet nuancée, ce qui n'est pas évident sur les questions internationales, disons-le, et en particulier face à un profil assez tonitruant, faut bien le dire, que Trump. Moi, je pense qu'il y a un Trump politique intérieur et un Trump politique extérieur. Sur la politique intérieure, je ne vais pas vous surprendre, je l'assume totalement, j'ai un certain nombre de positionnements et de combats communs avec les Républicains et Donald Trump sur la lutte contre le wokisme, notamment la lutte contre l'immigration massive, la lutte contre l'islamisation, sur tous ces sujets, la défense évidemment d'une société conservatrice, sur tous ces sujets, je continuerai de travailler avec les Républicains parce que ce sont des défis communs. Et puis il y a le... Vous faites, pardon, parenthèse, puisque vous ouvrez la parenthèse intérieure, quand il publie, après il la dépublie, mais un extrait vidéo où on voit les Obama grimés en singe, après il la dépublie. Comment vous réagissez? Alors comme vous, j'ai été évidemment très interloqué par cette vidéo. Je suis donc allée à la source de l'information et j'ai regardé la vidéo complète, qui est en fait une vidéo, disons-le, assez ridicule, où on voit donc Trump en roi de la jungle, en lion, et avec tous ses ennemis et adversaires politiques qui sont grimés en animaux de la jungle. Donc c'est de très mauvais goût, c'est évident. Mais bien qu'évidemment, mais le fait Obama en singe, ça a une portée. Oui, mais les autres, je sais pas quoi. Si je suis tout à fait honnête, dans cette vidéo, on voit Biden également qui est en singe. Donc pour moi, ça effondre. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que je trouve ça de très mauvais goût, mais je pense pour le coup que la suspicion raciste s'effondre un peu avec le fait que Biden lui-même est en singe, même si, bon, vous vous doutez bien que c'est pas le genre de choses que je peux cautionner politiquement. C'est une faute? Une faute, c'est de très mauvais goût. Voilà, c'est objectivement assez malvenu. Je pense quand on est à la tête d'un pays comme les États-Unis de s'amuser à faire ce genre de choses. Vous n'avez pas répondu. Enfin, oui, bien sûr. Mais là, au total, est-ce que le monde est plus sûr, d'après vous, ce côté très offensif, agressif même de Trump contre ces régimes de dictature, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Il faudra voir ça à l'aune des résultats, parce qu'aujourd'hui la pression psychologique et militaire qu'il exerce sur l'Iran, si à l'issue de tout ça on arrive à ce qu'un accord nucléaire soit obtenu avec le régime iranien, je vous dirais oui, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que là il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les États-Unis, quelles que soient les administrations, sont des concurrents, et parfois même des concurrents féroces. Si ce n'est que par le passé c'était une concurrence plus feutrée, plus juridique, aujourd'hui c'est une concurrence qui est parfois assumée dans le rapport de force et la provocation. Je le dis, quand c'était les démocrates à l'époque, je n'ai pas oublié moi l'affaire de l'amende BNP Paribas, j'ai pas oublié l'affaire des sous-marins AUKUS, j'ai pas oublié l'affaire Alstom, mais à l'époque c'était les démocrates, donc les élites européennes ne trouvaient rien à en dire et ne trouvaient pas de quoi s'indigner. Est-ce que certains de vos camarades au RN masquent leur jeu? Moi je les questionne parfois hors caméra, ils vous disent oui je suis assez pro-Trump, mais j'ose pas le dire parce que les Français n'aiment pas Trump. En réalité, est-ce que dans vos milieux il y a une gêne? Non, je crois pas. Je pense qu'il y a une difficulté à avoir un regard nuancé
nuancé à la fois sur le personnage et sa politique, parce que le monde journalistique en général est dans une logique, je ne parle pas de vous évidemment, Darius Rochemain, vous êtes spécialisé sur les questions internationales, mais une logique qui consiste à diaboliser par principe le personnage de Donald Trump, parce que, disons-le aussi, c'est un homme qui démontre, et ça, c'est en cela, c'est une leçon pour nous, que la volonté politique peut reprendre le pas sur la technobureaucratie, peut reprendre le pas sur le gouvernement des juges. Il positionne sa doctrine d'abord et avant tout sur le patriotisme. Et il fait la démonstration de son efficacité, y compris sur les questions économiques. Quand il a été élu, est-ce que vous continuez à dire oui, c'était une bonne nouvelle? Manifestement, pour les Américains, oui. Et pour vous? Quand on regarde, en tant que Française, j'ai envie de vous dire, moi, mes intérêts ne sont pas toujours alignés, évidemment, avec les Américains. Que ce soit Reagan, Kennedy, tous les présidents américains, vu d'Europe, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle sur le plan, pour moi, du combat culturel, puisque, de fait, je vous l'ai dit, il est quand même dans une victoire culturelle face au wokisme triomphant que nous avons connu ces dernières années. Il obtient des résultats en matière migratoire, ce qui, pour nous, évidemment, est une inspiration et permet de redonner l'espoir aux Français que on peut agir. Il n'y a pas de fatalité en la matière. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que avoir face à nous une puissance telle que les États-Unis, qui n'est pas toujours alignée avec nos intérêts, c'est évident, on le voit sur le Groenland et autres, et qui n'a pas peur du rapport de force, alors que nous nous sommes mis dans une situation de dépendance militaire, numérique, quasi totale avec eux. Si on reste un instant évidemment, c'est un moment compliqué. Vance, vous avez vu Vance, par exemple, une partie de la délégation américaine sifflée au JO il y a quelques jours. Est-ce que vous soutenez, vous savez que si vous dites ça, vous allez contre une partie de l'opinion, que Vance, malgré tout, par exemple, avec son discours, est un ami de l'Europe? Je pense que Vance n'a pas la même relation avec la civilisation européenne que Trump. Il y semble, d'ailleurs pas publiquement plus attaché, il le revendique. D'ailleurs, il a eu des déclarations très affables en expliquant que l'Europe n'était pas son ennemi, que lui-même d'ailleurs, étant un converti catholique, est revenu un peu aux sources finalement de ses racines identitaires européennes. Il aime l'Europe? Je pense qu'il aime l'Europe. Ouais. Je pense qu'il aime l'Europe. Il le dit, et c'est vrai qu'il fait partie de ceux qui modèrent plutôt et tempèrent le président Trump sur ces sujets. Et je crois qu'il se sent une solidarité civilisationnelle. Preuve en est, d'ailleurs, il a été l'un des premiers à regarder avec lucidité l'effondrement identitaire et civilisationnel à l'œuvre dans nos pays, en l'exprimant de manière presque plus claire et lucide que les élites européennes elles-mêmes. Et en fait, quand il appelle finalement à la défense de la liberté d'expression, je crois que c'était à Munich de mémoire, il dit cela, il l'explique d'ailleurs après, parce qu'il veut réveiller les élites européennes et il veut au contraire que l'Europe survive. Est-ce qu'il est temps de se libérer de la tutelle européenne? Vous introduisiez le sujet il y a quelques instants. On montre ici à LCI, par exemple, les cartes où on voit les bases américaines en Europe, alors pas en France grâce au général de Gaulle, mais en Italie, en Allemagne. Quand vous voyez toutes ces bases comme ça, cette griffe de l'Empire américain sur le territoire de l'Europe, est-ce qu'il est temps qu'elles partent, comme de Gaulle l'avait fait, qu'elles disent au revoir, il faut partir? Alors déjà, commençons par dire qu'il y a quelque chose d'assez ironique à voir aujourd'hui la plupart des élites européennes vouloir engager un rapport de force tonitruant avec Donald Trump et le critiquer matin, midi et soir, alors qu'ils ont précisément organisé cette dépendance, j'en parlais, militaire, numérique, et même notre fragilité vis-à-vis de lui, puisqu'ils ont mis en place plein de réglementations qui nous ont effondrés sur le plan industriel. Je dis ça parce que c'est important de poser quand même les responsabilités. Moi, je suis partie d'une famille politique qui a quand même été relativement lucide sur tous ces sujets. Et ça ne m'a pas empêché d'ailleurs, malgré tout ce que je vous ai dit sur Donald Trump, de critiquer l'accord qui a été signé entre Mme von der Leyen et les États-Unis il y a quelques mois, parce que très défavorable. Oui, et je vous réponds, mais je pose le cadre. Maintenant, ceci étant dit, l'évolution du monde et la doctrine américaine telle qu'elle s'applique ces dernières semaines nous impose, mais ça les Français ne le découvrent pas, les autres alliés européens semblent le découvrir, mais les Français pas tout à fait, d'avoir une défense européenne qui soit beaucoup plus autonome. C'est le chemin que nous sommes en train de prendre et que nous essayons de prendre, notamment en ayant fait voter la préférence européenne. Mais tu n'as pas répondu, oui ou non, est-ce qu'il faut qu'elle parte? Non, mais sur les souverainistes, vous êtes une souverainiste, c'est pas normal, pardon. C'est pas normal qu'il y ait si on est un pays indépendant souverain, la France n'a pas de base étrangère sur son sol, les Américains. Je vous mets très à l'aise. En fait, moi, personnellement, il n'y a pas de base en France et j'en suis très heureuse. Dans un monde idéal, je préférais évidemment qu'il n'y ait aucune base étrangère en Europe. Vous espérez qu'elle parte d'Allemagne, qu'elle part d'Italie? Maintenant, c'est un choix souverain de chaque nation. C'est pas à moi d'expliquer aux Allemands ce qu'ils doivent faire, évidemment. Si tout le monde est dans la même maison, on est dans la maison de l'Union européenne, donc est-ce que vous
espérez que les bases américaines quittent Je l'Union comprends européenne. bien. Moi, je pense qu'il y a un chemin. Et le chemin, c'est d'être le plus autonome et indépendant possible. Maintenant, c'est pas à moi, si vous voulez, d'aller expliquer justement comme souverainiste ce que les autres nations doivent faire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de nations se retrouvent prises au piège. L'Allemagne en fait partie parce qu'ils sont totalement dépendants, évidemment, de l'intervention américaine pour pouvoir, se défendre sur le plan militaire. Et donc, c'est pour ça que nous battons justement pour que les réglementations ITAR, vous savez, ces fameuses réglementations qui permettent aux Américains d'intervenir sur le matériel qu'ils vendent en Europe, ne puissent pas s'appliquer, évidemment, dans notre continent. Marie Maréchal, sortir oui ou non du commandement intégré de l'OTAN, De Gaulle l'avait fait, est-ce qu'on peut le refaire? On pourrait techniquement le refaire, mais en fait, je ne pense pas que ce soit souhaitable à l'heure où nous parlons pour une raison simple, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est moins le cas de la France, même si nous sommes très abîmés parce que nous sortons quand même de décennies de baisse de budget, même s'il y a une relative prise de conscience ces dernières années. De fait, aujourd'hui, l'Europe, au sens large, n'est pas capable d'assurer sa sécurité sans les États-Unis. Donc une sortie sèche, si vous voulez, sans d'abord avoir reconstitué un appareil de défense autonome, apparaît irréaliste. Maintenant, le but, si vous voulez, c'est pas tant de rompre l'alliance transatlantique avec les Américains, qui puissent rester des alliés sur le plan militaire, c'est tout à fait souhaitable. Mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir une branche européenne qui soit beaucoup plus souveraine que nous ne le sommes aujourd'hui. Au début, vous le dites vous-même, tout passe par le pouvoir national. Aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, quand vous regardez le bruit du moment, est-ce qu'il y a un phénomène Bardella et est-ce qu'il est le mieux placé? Qu'il y ait une popularité de Jordan Bardella bien installée depuis de nombreuses années, c'est une découverte pour personne. Ce qui est sûr, c'est pas les sondages. Ce qui est sûr, c'est que par la force des choses, les Français se projettent dans les différentes hypothèses. Bon, je ne vais pas vous dire que moi, évidemment, je soutiens comme Jordan d'ailleurs le fait que Marine puisse se présenter in fine. Je souhaite que justice soit rendue de ce point de vue-là et que l'élection ne soit pas confisquée par les juges. Est-ce que c'est encore jouable pour vous? On a vu Marine Le Pen qui semblait elle-même, peut-être, c'est peut-être la psychologie du bistrot, mais qui avait l'air d'y croire moins par moment. Je ne sais pas si elle y croit moins. Évidemment, c'est une épreuve personnelle. Je ne vais pas vous mentir. Les réquisitions qui ne vaut pas condamnation sont très dures. Donc, le chemin est étroit, mais il existe malgré tout jusqu'à la décision finale. Maintenant, vous en parlez avec elle? J'en parle avec elle, évidemment. Qu'est-ce que vous lui dites? Que voulez-vous que je lui dise d'autre que la pousser à son optimisme et à sa pugnacité habituelle. Maintenant, ça n'est plus totalement entre ses mains, c'est le temps des avocats de la défense. Donc voilà, maintenant Marine Le Pen, elle a quand même pris une initiative que je trouve tout à fait admirable, c'est-à-dire qu'elle a préparé sa succession. Vous m'accorderez qu'il y a peu de chefs politiques qui se prêtent à cet exercice, et Jordan Bardella lui-même, anticipant cette éventuelle hypothèse, j'en ai beaucoup parlé avec lui, se prépare et commence à travailler à l'équipe qui pourra l'entourer, et ça, je suis heureuse. Est-ce qu'il y a un candidat naturel entre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Est-ce qu'il y a un candidat naturel de votre camp? Le candidat naturel, et Jordan lui-même en convient, c'est Marine Le Pen. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, le RN, dans cette coalition que nous sommes en train de construire, et à laquelle... Vous espérez que ce sera Marine Le Pen? Oui, mais comme lui-même d'ailleurs. Il reconnaît qu'elle a aujourd'hui une légitimité, une antériorité, évidemment, qui fait que... Ça veut dire, même si Jordan Bardella est mieux placé dans les sondages de façon durable? Oui, mais vous savez, les sondages sont quand même l'écume des choses, quoi qu'on en pense. Ça, mais enfin, voilà, et Marine Le Pen est une candidate aguerrie qui est une évidence pour l'ensemble du camp national. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas évidemment de contestation de la légitimité de Jordan Bardella si Marine Le Pen était empêchée. Maintenant, le tout étant de s'organiser, puisque aucun parti politique ne pouvant gagner seul, d'organiser l'équipe la plus large possible, le rassemblement le plus large possible, pour pouvoir justement faire les fameux 50+1. Il me semble que Jordan Bardella en a bien conscience, et s'y attelle. Vous vous êtes rapproché? Tout à fait. Tout à fait. Ça s'est vu, ça se voit. Il était, je crois, au lancement de votre livre. Enfin, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans la relation. Toujours en politique. Voilà. C'est le jeu. Pourquoi vous êtes rapproché? Écoutez, déjà, en effet, il était présent à la soirée de lancement de mon livre, comme je pense à une volonté affichée de marquer cette volonté de travailler ensemble, de construire cette fameuse équipe dont je vous parle. Je pense qu'il y a une sorte de chemin, y compris de maturité. C'est RN maintenant? Moi, j'ai mon propre mouvement, comme vous savez, Identité Liberté. Je suis une alliée du Rassemblement National. Sans vous faire injure, évidemment, le RN est comme ça, et puis votre point est comme ça. Je n'ai aucune prétention de ce point de vue-là de contester cette information. Maintenant, comme vous l'avez noté dans mon livre, moi, j'ai quand même une vision qui est assez singulière, qui n'est pas absolument celle du Rassemblement National sur un certain nombre de sujets. Plus libérale? Notamment, plus conservatrice sur un
certain nombre de sujets de société, peut-être une approche aussi un peu différente sur les sujets identitaires, plus civilisationnels. Et donc, de ce point de vue-là, mon objectif, c'est que cette vision existe dans cette équipe qui va se présenter demain aux élections et compte demain si nous arrivons au pouvoir. Équipe, c'est qui l'équipe? Alors, on comprend bien, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, présidence de la République. Alors, il y a quelques noms qu'on imagine. Éric Ciotti à l'intérieur, il en rêve. L'économie qui... Jean-Philippe Tanguy. Je crois que c'est pas le moment pour l'instant de distribuer les postes. Ne faites pas croire que vous n'y pensez pas. Non, mais j'y pense pas pour une raison simple, c'est que le chemin est projeté dans le oui, pouvoir. mais le chemin est encore très long jusqu'aux élections présidentielles. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. À mon avis, l'un des grands enjeux. Non, mais moi, je suis pas du tout en train de demander un poste de quoi que ce soit. Mon but, comme je vous le disais, c'est déjà qu'on... Vous êtes allié en politique. C'est déjà qu'on... Non, mais que je puisse être un acteur important si nous gagnons, je le souhaite évidemment. Vous dire aujourd'hui, je candidate à tel ou tel poste, je trouve ça ridicule, alors que le chemin est encore très long jusqu'à la victoire. Maintenant, l'un des grands enjeux, me semble-t-il, ça va être que font les Républicains? Vont-ils s'obstiner dans les alliances avec le macronisme, qui, on l'a bien vu au moment du budget, les a condamnés à l'impuissance, au renoncement et finalement être les cocus du Parti socialiste, ou vont-ils enfin se tourner vers le camp national et reconsidérer leurs alliances depuis des décennies? Il y a des pages, il y a beaucoup de pages très intéressantes dans vos livres, parce que qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, vous allez très loin, y compris dans les confidences personnelles, on va y revenir, et dans parfois des choses surprenantes. Je crois lier une certaine admiration pour Mitterrand, en tout cas pas politique, mais l'art manœuvrier, avoir conquis admiration, le c'est pouvoir. pas un bien grand mot, mais il nous a donné une belle leçon sur la coalition nécessaire. Voilà, en allant très loin à Mitterrand, c'était incroyable. Ça allait de certains groupements royalistes jusqu'aux staliniens. Alors, il avait tout connu. Bon. Aujourd'hui, par exemple, une Sarah Knafo, est-ce qu'elle fait partie de votre équipe, comme vous dites? Moi, je considère que cette alliance, en effet, doit être la plus large possible. Donc, j'y inclus évidemment tous les LR de bonne volonté. Moi, j'y inclus idéalement Reconquête. Encore faut-il que Reconquête soit dans le même état d'esprit et ait envie de construire cette alliance. Cette révolution, d'habitude, quand on dit oui ou non. Alors, je vous dis dans l'absolu oui, mais encore faut-il que ce soit partagé. Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Sarah Knafo a l'air... Personne ne refuse un ministère. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle me donne le sentiment aujourd'hui à Paris de vouloir davantage faire des alliances avec les macronistes qu'avec le Front National. Quand je vois les déclarations qui sont faites, qu'elle fait vis-à-vis de M. Bournazel, ou même le zèle qu'elle met à vouloir potentiellement peut-être demain, s'il n'y a pas d'accord avec Mme Dati, se désister au profit de Mme Dati, qui est elle-même ministre macroniste, ça interroge. Qu'est-ce que vous en tirez à son égard? Qu'est-ce que j'en tire? Écoutez, j'en tire que moi, je soutiens la candidature de Thierry Mariani à Paris, parce que je sais qu'avec lui, au moins, j'ai la garantie d'avoir quelqu'un qui va être un empêcheur de tourner en rond au Conseil de Paris. Bon. Marion Maréchal, la droite, disons, classique, la droite bourgeoise, appelez-la comme vous voulez. Comment vous l'appelez d'ailleurs, la droite traditionnelle, la droite LR? Oui, la droite LR, voilà, parce que j'aime pas dire droite républicaine, parce que ça impliquerait que les autres ne sont pas républicains. Vous leur parlez à Laurent Wauquiez, à Bruno Retailleau, vous leur avez parlé récemment? Écoutez, j'ai un certain nombre de contacts. Oui, vous me permettrez de les taire, parce que le but de ce trait d'union, justement, c'est de préparer les esprits à cette fameuse équipe. Garder des mains. Votre maître en manœuvre, c'était public. Garder des mains les radicaux, oui, jusqu'à ce que cette alliance devienne officielle. Mais le travail de coulisses, c'est le travail de coulisses. Maintenant, ce qui est vrai, et ça pour le coup, c'est une réalité. Vous rencontrez quoi? Vous déjeunez? C'est une réalité ici au Parlement européen. Au Parlement européen, ici, je travaille de manière pour le coup publique avec les Républicains. Tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous présentons un amendement pour imposer à la Commission qu'elle respecte la suspension suite à la saisine de la CJE, vous savez, sur l'affaire du Mercosur. Et bien, cet amendement, il est co-signé par Jordan Bardella. Il est aussi co-signé par des LR comme Madame Céline Imar, par exemple, qui est députée LR. Vous allez me trouver peut-être un peu tambouilleux, mais c'est la réalité du pouvoir. Si on se projette, est-ce que vous imaginez un gouvernement dans lequel siégera ou siégerait Bruno Retailleau et Marion Maréchal? Moi, je pense que Bruno Retailleau fait partie des personnalités qui devraient très naturellement, très logiquement, de façon cohérente, être associé au camp national. Quand je regarde ce qu'il défend, moi je ne remets pas en cause sa sincérité à Bruno Retailleau. Je pense que c'est un homme qui a des vraies convictions. Le problème, c'est qu'en ayant fait le choix d'appartenir à un gouvernement macroniste, il s'est condamné à l'inefficacité. Il en est sorti. Oui, il en est sorti, mais bon, laborieusement, quoi. Voilà, et que de temps perdu. Laborieusement. Plutôt claquer la porte, de toute façon. Oui, mais que de temps perdu, voilà, parce qu'encore aujourd'hui, il y a quand même une extrême confusion autour du budget, et on voit bien qu'ils ont encore du mal, y compris aux élections locales. Si demain, les candidats à la présidence de la République, ce sera un bon candidat, Bruno Retailleau? Je soutiens la candidature du Rassemblement national. Donc moi, je considère aujourd'hui, il suffit d'ailleurs de s'en tenir au sondage, que de fait, c'est aujourd'hui la première force de droite du pays est le Rassemblement national. Donc en revanche, ce qui est très intéressant, au-delà des présidentielles qui vaillent d'ailleurs souvent, rôle de primaire. En gros, on évalue les rapports de force. C'est les législatives qui suivent. Qu'est-ce qu'on fait aux législatives? C'est là l'enjeu. Comment on construit cette majorité? Vous voulez être candidate aux législatives? Écoutez, c'est pas décidé à l'heure où je vous parle, c'est pas la priorité non plus, c'est pas absolument exclu, tout dépend de ce
comment se dérouleront ces élections-là. Mais j'ai encore beaucoup de travail au Parlement européen, donc j'aimerais pouvoir le... Ici, c'est le confort. Vous prenez moins de risques ici. Législatif, oui, mais c'est davantage. C'est pas une question de confort, si vous voulez, parce que qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui au Parlement européen ici? Je construis des alliances qui demain pourront servir justement au camp national, notamment avec les Italiens. Et on va parler notamment des Italiens de Madame Meloni. Mais le plafond, vous parlez beaucoup de ça dans votre livre. On a appelé ça cordon sanitaire, front anti-RN, front républicain, appelons ça comme on voudra. Mais est-ce qu'il est vraiment brisé? Là, il y a un aspect personnel. Vous racontez à quel point vous revenez de loin, c'est-à-dire être la petite fille de Jean-Marie Le Pen, les insultes à l'école, parfois même les agressions physiques, la colonie de vacances où les moniteurs hurlent mort à Jean-Marie Le Pen. Il y a des scènes, racontez l'histoire parce qu'elle est incroyable, une scène de drague où celui qui vous drague se rend pas compte que vous êtes la petite fille de Le Pen. Oui, j'ai vécu, je raconte pas tout parce qu'honnêtement il y aurait quoi faire rire ou pleurer, je ne sais pas, mais elle dit beaucoup de je suis à la fac en droit à Assas et je suis courtisée par un jeune homme qui m'invite à me prendre un café. Et donc j'accepte et la conversation suit son cours et à un moment donné il me regarde et il me dit mais tu sais pas quoi, il paraît qu'il y a la petite fille de Jean-Marie Le Pen à la fac, ça doit être une sacrée connasse. Et je dis la connasse c'est devant toi. Il est sidéré et il me plante avec mes 2 cafés. Bon voilà, c'était pas l'homme de ma vie, que je vous dise, hein, tant pis. Donc oui, c'est vrai qu'on a grandi dans une forme d'adversité. Il y a un désir de revanche après ça? Non, pas de revanche du tout. Moi, j'en garde pas d'amertume. Et je pense qu'à certains égards... C'est sûr quand même, parce que si c'est 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois... Oui, bien sûr, mais je vais pas vous dire que tout ça a été très marrant. Et puis moi, j'ai été virée de petits boulots étudiants parce que j'étais la petite fille d'eux. Mais à la fin, c'est quand même une grande liberté parce que du coup, ça vous construit dans l'adversité et vous êtes ensuite plus libre, vous êtes moins soucieux du qu'en dira-t-on et vous avez moins l'appréhension finalement de l'adversité et même parfois des attaques verbales ou physiques. Est-ce que ça donne envie du pouvoir? C'est curieux parce qu'il y a une scène assez proche qui est arrivée avec Madame Meloni. Je ne sais pas si vous avez l'archive en tête où elle va dans une province en Italie et elle va droit vers un sénateur. Très bien. Et elle lui dit bonjour, c'est la connasse parce qu'il l'avait traité de connasse et elle se dit voilà maintenant c'est moi le Premier ministre et elle ne pardonne pas. Oui, elle est peut-être un peu plus rancunière que moi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avoir le luxe de pouvoir faire ça quand on est une fois qu'on est chef d'État, c'est sûr que ça doit être assez savoureux quand même. Vous en rêvez? Je dis pas que c'est un projet. Vous en rêvez? Mais non, moi je cherche pas à régler des comptes. Objectivement, c'est pas mon objectif. Mon objectif, au contraire, c'est que tous ces gens qui hier étaient peut-être aveuglés par la propagande finissent par ouvrir les yeux et nous rejoignent. Madame Meloni, c'est un modèle pour vous? C'est une grande inspiration, oui. J'aime pas parler de modèle en ce qui concerne, les dirigeants étrangers, parce que modèle, ça veut dire que je prendrai absolument tout. Moi, je suis Qu'est-ce qu'elle a montré? Qu'est-ce qu'elle a montré d'après vous? C'est une inspiration, déjà, parce que c'est une femme qui a été d'une pugnacité formidable. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, elle aurait pu rentrer dans des gouvernements. Elle a toujours refusé de le faire quand il y avait la gauche, pour ne pas se compromettre, d'ailleurs. Elle voulait rester cohérente avec elle-même. Cette pugnacité a payé. C'est un parti conservateur, assumé comme tel, qui est arrivé aux affaires. Et aujourd'hui, elle est l'un des leaders en vue en Europe. 4e puissance exportatrice, stabilité, tout ça, mais avec, baisse des impôts sur les classes moyennes, avec les subventions, réhabilitation des finances publiques. Oui, mais enfin, elle prend des décisions, mais parce qu'elle a très bien négocié. Elle a très bien négocié, c'est ça aussi qui est intéressant. Ça veut dire qu'elle a su faire valoir ses intérêts en Europe. Elle sait imposer sa voix. C'est elle, en ce moment, par exemple, qui est en train d'obtenir du Conseil un durcissement de la politique migratoire en Europe. Elle est en train de faire la démonstration tout en accueillant beaucoup de migrants. Non, alors c'est très différent de ce qui se passe en France. J'entends beaucoup de bêtises d'ailleurs sur ce sujet. J'ai entendu 500 000 naturalisations ou de clandestins, c'est totalement faux. Madame Meloni, elle est en train d'organiser une politique migratoire de travail uniquement en lien avec des pays qui s'engagent à reprendre leurs clandestins. Donc en France, par exemple, l'Algérie ne pourrait pas avoir de visa de travail sur des temps, limités. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a repris la maîtrise finalement de sa politique migratoire, y compris clandestine d'ailleurs. Vous écrivez, il y a beaucoup de pages dans votre livre sur les mœurs, sur la vision de la société, qui est conservatrice, même réactionnaire. Est-ce que vous assumez ce mot-là? Réactionnaire, non, je dirais pas ça. Vous voulez revenir dans beaucoup de domaines à un temps d'avant? Non, je dis pas ça. Je pense qu'il y a des, il y a des principes d'ailleurs biologiques, humains d'ailleurs, qui sont des constantes de l'humanité. Donc j'y vois pas une réaction. J'y vois au contraire une forme de constance. Je suis désolée de dire oui. Par exemple je parle de l'histoire singulière de ma naissance. Pour faire simple, comme on dit pudiquement, je suis un accident. Donc je ne suis pas reconnue par mon père biologique. Et donc, je pose le regard de l'archétype de l'enfant qui aurait dû être avorté sur ces sujets, le sujet de la famille, du rapport avec le père,
père avec la mère. Et j'essaye d'expliquer cela. Mon but étant pas du tout d'ailleurs de juger qui que ce soit. Je pense que vous l'avez compris, c'est pas du tout l'esprit de ce livre. Mais c'est d'expliquer qu'à un moment donné, oui, un enfant, il construit dans un cadre familial et qu'il y a des choses indépensables et qu'on est d'un père et d'une mère. Ça peut paraître fasciste, mais c'est la nature, quoi. Quelles mesures vous en tirez? Parce que vous vous rappelez un certain nombre de positions. Par exemple, sur l'avortement, effectivement, vous dites je suis contre la banalisation de l'avortement, mais j'imagine que vous ne voulez pas revenir en arrière sur Non, le droit à l'avortement. je ne remets pas du tout en cause l'accès à l'avortement. Je critiquais le fait que ce droit ait été inscrit dans la Constitution parce que je considérais que ce n'était pas le lieu et que ça allait induire probablement un risque de dérive parce qu'il y a un encadrement, parce que je considère que c'est un acte qui n'est pas banal, sur un délai de réflexion, sur la liberté de conscience, et que je considérais qu'il ne fallait pas banaliser cela. Voilà. Si on est dans le très concret, des positions qui naguère passaient pour vraiment la droite, le rétablissement de la peine de mort. Moi, j'ai jamais défendu la peine de mort, figurez-vous. Donc, pas même quand j'étais au Front National à l'époque. Le mariage homosexuel, le mariage pour tous, il y a une grande partie de la droite, de vos milieux d'ailleurs, qui s'était battue contre. Aujourd'hui, c'est entré tout à fait dans les mœurs. Vous reviendriez là-dessus? Oui, mais j'explique pourquoi d'ailleurs dans le livre. La raison n'était pas tant d'ailleurs le mariage en tant que tel, ça veut dire le fait qu'on puisse aligner, même sur le plan patrimonial, fiscal, des couples qui ont envie de vivre ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que vous reviendriez là-dessus? En fait, moi, mon sujet, c'est l'adoption. Mais d'ailleurs, c'est une adoption que je remets en cause, que je remettrai en cause aussi pour les célibataires. C'est-à-dire que de la même manière que je lutte contre la GPA, y compris pour les couples hétérosexuels. Pour moi, mon sujet à chaque fois est le sujet de l'enfant. Et c'est vrai que ce que je défends dans le livre, c'est l'idée que, bah oui, on peut pas, quand on est l'État, organiser la privation d'un père et d'une mère. C'est tout ce que je dis, mais en aucun cas, je souhaite remettre en cause le fait que des personnes qui s'aiment et qui soient homosexuelles puissent vivre ensemble, s'aimer, voilà, et s'unir. Un dernier mot sur Dieu. Dieu dans tout ça, hein. C'était la question de Chancel à Marchais. Vous voyez, ça va loin c'est l'autre bout du spectre politique. Il est très présent. Alors, vous faites exception dans la classe politique française. En général, la tradition politique en France, dès qu'on dit Dieu, oh là là, on dit ça, c'est trop dangereux. Vous dites, vous êtes croyante, vous parlez de votre accident, vous avez frôlé la mort, choc frontal en Italie, et vous dites, vous allez jusqu'à dire Dieu vous a sauvé. Je dis qu'il y a un petit message providentiel, puisqu'il se trouve que le jour de l'accident, sans rien savoir de cet accident, l'un des prêtres que j'avais rencontré durant l'été me dit « Ah, je vous ai confié à la protection de la Vierge Marie parce que j'ai senti que vous en aviez besoin. » Et c'est vrai que c'était précisément l'été où j'avais remis ma médaille de baptême, où un petit visage de la Vierge voilà, est là. Et voilà, tout ça m'a donné le sentiment, en effet, que ce jour-là, j'ai eu une protection un petit peu particulière. Et donc, depuis, je me dis, c'est tout l'objet de ce livre. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais de ces années en plus qui m'ont été gentiment accordées? Paradoxalement, est-ce que vous vous retrouvez dans les jeunes musulmans? Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage du Figaro qui montre que les jeunes musulmans français sont paradoxalement plus conservateurs. Parce que dans beaucoup de domaines de mœurs, ils sont assez conservateurs. Ils sont plus proches de vous que d'une certaine gauche. Plus conservateurs, surtout plus radicaux. En fait, la réalité, il y a des radicaux, mais il y a aussi des conservateurs classiques. Quand vous regardez le dernier sondage IFOP sur les jeunes musulmans en France, je peux vous dire que c'est très inquiétant quand on voit la sympathie qu'ils ont pour un certain nombre de mouvances islamistes et pour une petite minorité d'entre eux, même djihadistes. Donc non, je suis assez loin de ça. Maintenant, moi, je respecte le fait de croire, puisque je fais partie de ces croyants, mais je considère aujourd'hui que l'arrivée massive de l'islam dans notre pays pose un certain nombre de sujets identitaires très graves. Si un jour vous êtes président, je m'en réjouis pas. Vous restaurerez la chapelle à l'Élysée? Non, pas du tout. Je reste évidemment une démocrate attachée à la séparation du spirituel et du temporel. C'est intérieur, mais je pense que c'est aussi, les Français y sont aussi attachés, une des dimensions identitaires de notre pays. Dernière question, parce que puisque tout est en recomposition, et vous le disiez vous-même, on est peut-être dans une époque où on verra, peut-être ça ne se fera pas, peut-être que le plafond continuera à être contre vous, mais si vous regardez la classe politique française telle qu'elle est aujourd'hui, réponse rapide à chaque fois un nom. Le plus cultivé? Le plus cultivé, ah oui, excusez-moi, je réfléchis. Le plus cultivé, vivant du coup. Vivant. Je sais pas, ça me fait mal, mais probablement Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Le plus retors? Darmanin, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, ça lui fera plaisir. Le plus rebelle? Le plus rebelle? Je sais pas. Il n'y en a plus? Rebelle, non, je dirais. Ça me dit rien qui me vient. Le plus drôle? Le plus drôle, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'éprouver ses blagues, mais il paraît que François Hollande est très drôle. Le plus habile? Marine est drôle aussi, si je dois être juste Marine Le Pen. Le plus habile, qui ait survécu jusqu'ici sans se faire trop de mal, je sais pas. Macron, élu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui me vient à Emmanuel Macron, mais il finit tellement mal que j'arrive pas à dire qu'il est habile. On verra. Le plus sincère? Pour le coup, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça j'en suis convaincue. Merci Marion Maréchal, et je rappelle votre livre « Si tu te sens Le Pen », c'est aux éditions Fayard. Merci. Merci à vous.